Dans le but de promouvoir les projets de développement dans une logique de diversification de ses partenaires, le ministre togolais des Affaires étrangères et son homologue russe ont posé les bases du renforcement des relations bilatérales entre le Togo et la Russie. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement direct des accords conclus lors du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en 2023. Lors de cet entretien, les deux ministres ont abordé des sujets visant à consolider la coopération bilatérale. Deux grands axes ont été au cœur des échanges. Le renforcement du dialogue politique et une coopération commerciale et économique accrue. La dimension politique n'a pas été en reste. Les deux parties ont souligné l'importance d'un dialogue politique constructif comme socle d'une coopération économique et commerciale renforcée. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de cette coopération pour soutenir le développement du Togo en mettant un accent particulier sur l'accès aux technologies, aux investissements et à des partenariats dans des secteurs clés. Retenons que cette rencontre entre Robert Doucet et Sergueï Lavrov fait suite à la signature en 2021 d'un mémorandum d'entente entre le Togo et la Russie. Ce document a pour objectif de stimuler les échanges économiques entre les deux pays avec des initiatives telles que l'organisation de missions économiques destinées à rapprocher les acteurs du monde des affaires. En 2023, les échanges bilatéraux entre le Togo et la Turquie ont atteint un total de 30 millions de dollars, soit une augmentation de 50% par rapport aux années antérieures. Ces chiffres viennent des déclarations de l'ambassadeur turc Mutiberg Kilic lors d'une réunion avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Lors de cette réunion diplomatique, il était question d'explorer les nouvelles opportunités pour stimuler les investissements dans le pays et renforcer la coopération entre les entreprises de la Turquie et celles du Togo. Ceci participera à la création d'emplois et par ricochet répondra aux problèmes de chômage. Notons que récemment, le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet s'est tenu avec son homologue Mevlut Cavusoglu à Ankara. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur plusieurs sujets comme l'agriculture, accords de coopération économique et commerciale ont été signés. Ce partenariat entre le Togo et la Turquie couvre plusieurs secteurs importants à savoir l'agriculture, le commerce et le tourisme. Grâce à ceci, les deux pays s'engagent à renforcer davantage leur coopération dans ces domaines. Le port de Lomé semble perdre son emprise sur les pays de l'Hinterland, surtout les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Malgré les réformes constamment introduites dans l'administration du port, quelques dispositions indisposent cependant les opérateurs économiques étrangers. Aujourd'hui, le port de Lomé n'est plus le seul à desservir les pays de l'AES. Le port de Tema et celui de Cotonou sont en train de ravir la vedette au port de Lomé. Selon les opérateurs économiques des pays de l'Hinterland, la lenteur dans le positionnement des conteneurs, l'encombrement des quais jugés trop exigus, la difficulté dans l'enlèvement des conteneurs en souffrance sont entre autres les raisons évoquées pour se détourner du port de Lomé. Ajoutez à tout ceci, le port de Lomé perçoit trop de taxes, surtout quand le positionnement est lancé. Contrairement au port de Lomé, le port de Tema accélère le processus de positionnement, réduisant ainsi les délais d'attente. Et puisque c'est plus court, les coûts reviennent moins qu'au port de Lomé. Quelquefois, selon les opérateurs étrangers, le port de Tema et les autorités ghanéennes accordent des avantages en termes de coûts. Les opérateurs de l'Hinterland bénéficient d'un abattement de 50% sur la redevance portuaire. Par ailleurs, l'insécurité dans le nord du pays joue aussi en défaveur du port autonome de Lomé. Depuis quelques années, la vindicte populaire devient chose courante au Togo. De présumés voleurs ou délinquants sont victimes de lynchage ou sont carrément exécutés. Le dernier cas enregistré a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre à Lomé. Un jeune homme de 25 ans soupçonné de vouloir voler un casque de moto a été passé à tabac par 5 autres jeunes jusqu'à sa mort selon la police. Cette nouvelle vindicte populaire relance le débat sur l'autojustice au Togo au lieu de collaborer avec les forces de l'ordre
l'ordre et de sécurité. En effet, ces lynchages pour la plupart du temps se justifient par certains comme un manque de confiance en la justice togolaise. Mais en réalité, la pratique de la vindicte populaire constitue une défiance envers l'État togolais et le système judiciaire puisque la loi l'interdit et cela va à l'encontre des dispositions qui garantissent le droit à la vie. La loi punit le délit de vindicte populaire par l'article 222 du nouveau code pénal. Ainsi, selon la loi, toute personne qui soumet un individu à des peines ou traitements cruels et inhumains est punie d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 25 à 100 millions de francs CFA. Eu égard à cette disposition, il est important que tout présumé voleur arrêté soit signalé aux forces de l'ordre et de sécurité. Comme chaque semaine, le collectif Nyolang se réunit pour discuter de l'actualité. Né de la lutte contre la hausse des prix de l'électricité en 2019, il s'est battu aux côtés du parti au pouvoir pour un Sénégal souverain et plus juste. Mais 8 mois après l'élection de Bassirou Diomaye Faye, certains de ses membres s'interrogent. C'est comme par exemple les questions de souveraineté monétaire, les questions de souveraineté militaire en fait. Nous n'avons toujours pas encore tranché sur ces questions. Le régime actuel vient de faire à peine 8 mois. Mais c'est lui qui nous avait dit que ne me donne pas 8 mois, donne-moi 2 mois. On constate que le Premier ministre Ousmane Sonko, il se croit jusque-là être un opposant. Engagement non tenu, lenteur des réformes. Pour le coordonnateur général de Nyolang, la rupture tant promise n'est toujours pas confirmée. Il y a certaines questions qui ne peuvent pas, qui ne vont même pas attendre l'Assemblée nationale. L'appel à la candidature, mon frère. La suivi de la baisse des denrées, ça ne peut pas attendre. Nous voyons des choses bien, mais nous voyons des choses qu'ils pouvaient faire et ils ne l'ont pas fait. Répondre aux doutes des électeurs et gagner une nouvelle fois leur confiance, c'est l'un des défis de PASTEF pendant cette campagne. En plus des caravanes organisées à travers le pays, les militants multiplient les opérations de porte-à-porte, comme ici à Anne. Dans ce quartier situé en bordure de l'océan, de nombreux pêcheurs attendent toujours une solution à leurs problèmes. Il n'y a pas assez de poissons, mais tout le monde se renvoie la balle. Certains nous accusent, nous, d'autres disent que c'est la faute des bateaux étrangers. Personne ne fait rien. Ce que vous dites, c'est tellement important. Il faut une proposition de loi à l'Assemblée pour revoir les accords de pêche. Et il n'y a qu'avec une majorité qu'on pourra faire ça. Face à chaque électeur, Mamadou Diène, candidat départemental à Dakar, met l'accent sur la pédagogie. Nous les répondons de sorte que pour qu'ils tiennent compte de la réalité de l'État. Un État ne peut pas venir en moins d'1 an, avoir une baguette magique et changer tout en un clic. Ça c'est impossible. Un appel à la patience, d'autant que le parti au pouvoir affirme avoir trouvé le Sénégal dans un état critique. Il y a eu un temps où il fallait faire les évaluations, cela a été fait. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'on a pu prouver aux Sénégalais, cette faillite énorme des finances publiques. Ensuite, il y a ce projet politique qui a été élaboré et présenté aux Sénégalais. Les promesses seront tenues. Il nous faut simplement ce nouveau levier ou ce levier supplémentaire de l'Assemblée nationale pour les grandes réformes attendues. Pour obtenir une majorité, PASTEF devra remporter 83 sièges à l'Assemblée nationale le 17 novembre. En 2022, il en avait obtenu 26. La capitale du Somaliland attend la présidentielle de mercredi dans la quiétude. Hargeisa arbore les affiches électorales des principaux candidats. Sur fond vert et jaune, le président sortant Moussé Bihi pour le parti Koulmié et son principal opposant Abdirahman Mohamed Abdoulaye, leader de Wadani, avec l'orange comme couleur fétiche. Les partisans de l'un et de l'autre se croisent, se prennent en photo devant ce monument aux morts sans que jamais aucune animosité ne s'exprime. Un climat préélectoral presque joyeux. Cette élection apportera la démocratie et le changement, la croissance économique, la stabilité politique et l'amélioration de la sécurité. Les Somalilandais sont fiers d'un système qui leur est propre. Chaque parti fait campagne chaque jour à tour de rôle sur l'ensemble du territoire qui revêt alors ses couleurs et résonne des chants de chacune des formations. Samedi, c'était le jour de Koulmié et du chef de l'État sortant candidat à sa réélection. Avec beaucoup de jeunes en meeting, mais aussi dans les rues.
La veille, Hargeisa était le terrain des partisans de l'opposition. Et partout les mêmes scènes de liesse populaire. Comme si la campagne électorale se devait d'être une fête. Le signe d'une maturité démocratique qui, selon les Somalilandais, doit être prise en compte par la communauté internationale. Aucun État de la planète ne reconnaît la petite république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie il y a plus de 30 ans. Le Somaliland a un gouvernement qui fonctionne parfaitement. Il a des partis politiques, il frappe sa monnaie, il n'est pas comme la Somalie. Il est stable, il possède tout ce dont un État a besoin, tous les éléments qui font un État. La communauté internationale devrait donc soutenir le Somaliland. Cette reconnaissance internationale est la première promesse des candidats à la présidentielle. Or, la population attend plus. Il y a aussi les questions économiques, la paix, la cohésion sociale et la solidarité au sein du peuple somalilandais. Les principaux candidats ont des visions et des perspectives très différentes de l'avenir du Somaliland et de la manière dont les choses doivent être gérées. Les 3 dernières présidentielles depuis 2003 se sont déroulées pacifiquement. Elle a été la grande absente de la campagne présidentielle. Ignorée des débats, l'Afrique n'a quasiment jamais été citée par Donald Trump. Seule exception, lorsque le désormais président élu évoquait l'immigration illégale aux États-Unis. Ces gens sont parmi les pires du monde. Ils viennent du Congo, en Afrique. Beaucoup de gens viennent du Congo. Je ne sais pas comment, mais ils sortent des prisons du Congo. Ils empoisonnent le sang du pays, ils empoisonnent les institutions psychiatriques et les prisons partout dans le monde. Ils viennent dans notre pays depuis l'Afrique. Des propos outranciers et un désintérêt déjà marqué durant son premier mandat. En 4 ans au pouvoir, pas une seule fois, Donald Trump ne s'est déplacé dans un pays africain. Pourtant, son retour aujourd'hui à la Maison-Blanche pourrait avoir des conséquences sur le continent. Sur le plan militaire, les États-Unis y possèdent toujours un poste de commandement, l'AFRICOM, quelques 1500 hommes dédiés à la lutte contre le terrorisme. Concernant la santé et le développement, les experts prévoient des coupes dans l'aide américaine qui s'élève actuellement à environ 8 milliards de dollars par an. Des millions de personnes, en particulier les femmes et les enfants, deviendraient encore plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, à la pénurie d'eau et aux catastrophes climatiques. Des prédictions inquiétantes qui n'ont pas empêché de nombreux présidents africains de saluer la victoire de Donald Trump. Certains espèrent un revirement politique. Aujourd'hui, il veut travailler avec l'Afrique. Si vous voulez travailler avec l'Afrique en tant qu'ami de l'Afrique, nous vous accueillerons et travailleront avec vous. S'il ne veut pas travailler avec l'Afrique, bien sûr, l'Afrique a d'autres amis. Nous ne serons donc pas partiaux et nous ne condamnerons pas M. Trump avant qu'il ne se soit prononcé. Beaucoup restent prudents car Donald Trump a effectivement des cartes à jouer. Sa rivalité avec la Chine, pierre angulaire de sa politique extérieure, pourrait l'amener à investir en Afrique. Et puis, son approche idéologique ultra-conservatrice pourrait aussi séduire sur le continent où de nombreux chefs d'État se sont montrés irrités ces dernières années parce qu'ils estiment être une attitude moraliste des Occidentaux en matière des droits de l'homme. Le peuple haïtien a vu son nouveau Premier ministre prêter serment. Après plusieurs mois de vide institutionnel et alors que de nouvelles violences ont éclaté dans la capitale Port-au-Prince, Alix Didier Fils-Aimé a pris ses fonctions de chef de gouvernement intérimaire pour s'atteler aux défis urgents auxquels le pays fait face sur les plans sécuritaires et humanitaires. Le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. L'aéroport international d'Haïti a été fermé après que des gangs ont ouvert le feu sur un vol commercial atterrissant à Port-au-Prince. Certaines compagnies aériennes ont suspendu temporairement leurs opérations suite à cette attaque. Ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, le nouveau Premier ministre intérimaire a promis de rétablir la paix. L'État d'Haïti est sous le contrôle de près de 200 gangs violents qui kidnappent, rackettent et tuent impunément sur presque la totalité du territoire.
Plus de 90 dirigeants du monde entier ont convergé vers Bakou, en Azerbaïdjan, pour la réunion annuelle des Nations Unies sur le climat COP29. Les chefs d'État de la Chine, des États-Unis, de l'Inde et de pays européens comme l'Allemagne et la France ne seront pas présents cette année. Beaucoup de gens dans le monde ont très peu confiance dans le système des Nations Unies et l'absence de grands dirigeants de pays plus importants ne donne pas un bon signal. Cependant, il s'agit du seul processus multilatéral qui fonctionne sur la base d'un consensus de 197 ou 198 autres pays, les États-Unis pouvant se retirer de ce processus. Le monde doit donc se réunir pour essayer de trouver les meilleures solutions pour lutter contre la crise climatique. La crise climatique n'attend pas un leader ou un pays, elle a un impact sur des communautés comme celle de Mont-Pacifique. Malgré ces absences remarquées, une forte participation des dirigeants de certains des pays les plus vulnérables au changement climatique est visible. Plusieurs présidents de petites nations insulaires et plus d'une douzaine de dirigeants de pays africains devraient s'exprimer au cours des 2 jours du sommet des dirigeants mondiaux lors de la COP29. Le gouvernement taliban d'Afghanistan participera pour la première fois à la conférence en tant qu'observateur.